Bonjour à tous et bienvenue dans Politique et Éco. Notre invité cette semaine, Tom Benoît. Bonjour monsieur. Bonjour. Tom Benoît, vous êtes entrepreneur, directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine, essayiste et éditorialiste sur TV5 Monde. Avant de commencer notre entretien, comme d'habitude, je vous incite à cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran, à commenter, à partager nos entretiens de TV Liberté pour un meilleur référencement sur Internet. On va évidemment parler avec vous, Tom Benoît, du budget, des finances de la France. Michel Barnier a été nommé jeudi 5 septembre, au poste de Premier ministre, mais Bercy a pris du retard dans la préparation du budget 2025 qui doit fixer les recettes et les dépenses de l'État. L'ancien Premier ministre, Gabriel Attal, avait quand même prévu un budget de 492 milliards d'euros, comme pour cette année, où, rappelons-le, le déficit devra s'établir à 5,6%, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire, au lieu de 5,1%, comme annoncé en début d'année. Quelle est la valeur, Tom Benoît, de ce premier budget de Gabriel Attal, 492, comme cette année ? Je dirais que la valeur est tout à fait exacte au budget précédent. En réalité, ça n'a pas d'importance. Que ce budget soit très légèrement différent du précédent, ou que ce soit quasiment le même, ou que la différence soit minime ou légère, on parle de la même chose. Il va y avoir une dépense publique énorme, faramineuse. Il va y avoir de facto un endettement énorme. On va vraisemblablement poursuivre l'indexation sur l'inflation pour à peu près 10% des obligations d'État qui vont être émises, donc comme pour l'année passée. Je dis ça parce que c'est une hérésie totale vu la situation inflationniste dans laquelle nous sommes et la situation monétaire globalement pour les années à venir. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut continuer à émettre des obligations indexées sur l'inflation aujourd'hui si on a un minimum de sens des responsabilités en tant que ministre des Finances. Les OATI. Les OATI, absolument. Et donc tout ceci va continuer, vraisemblablement. Sauf si Javier Milei avait été nommé Premier ministre, mais vraisemblablement, c'est pas le cas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on nous présente ce marronnier qui est un petit cinéma en quelque sorte du budget qui n'existerait pas, qui ne serait pas bouclé. Nous n'avons pas le budget. Ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de budget à boucler puisqu'on va faire exactement la même chose et que quoi qu'il en soit, ça n'est pas le ministre des Finances, je dévoile aucun secret, qui prend la décision exactement de diriger l'économie vers tel secteur ou tel secteur. Alors là, on parle d'économie. Ce qui est grave, on en parlera au cours de notre entretien probablement, ça a été le maquillage, et j'en avais parlé à ce moment-là à Bruno Le Maire, justement, en faisant référence au Sénat, au rapport du Sénat et à la commission du Sénat, des comptes publics qui a eu lieu et qui ont fait perdre du temps aux hauts fonctionnaires qui gouvernent la France, parce que la France est gouvernée par des hauts fonctionnaires. Vous avez des gens, vous les connaissez pas, ni vous, ni moi, parce qu'ils font pas de médias, ils viendront pas ici, mais ils n'iront pas sur BFM non plus. Mais ils sont dans les ministères, ils étaient dans les ministères il y a 15 ans déjà. Ils sont à Bruxelles aussi. Ils sont à Bruxelles aussi, mais ça c'est encore autre chose, c'est une autre catégorie. Mais dans les ministères, vous allez même avant la Commission européenne et l'existence de la Commission européenne, au fin 90, début 2000, prenez tous les ministères, ministère de la ville, qu'on appelle parfois de la cohésion des territoires, vous allez dans ces bureaux et vous voyez les mêmes personnes qui sont là depuis 25 ans, et vous allez à Bercy, c'est la même chose. Et vous vous rendez à l'agence France Trésor, c'est la même chose. Et c'est ça qui fait marcher la France, concrètement. C'est pas le ministre qui arrive et qui, comme on l'imaginerait, en sortant du plateau de télévision et avant d'aller au congrès du MEDEF ou sur un autre plateau, prend une décision et se dit on va indexer 10% des obligations sur l'inflation. C'est la haute fonction publique d'État. C'est la haute fonction publique d'État. Et certains appellent l'État profond. Que certains appellent l'État profond, et c'est assez exact. Alors l'État profond, c'est venu des États-Unis. On parlait d'État profond aux États-Unis à partir de la seconde partie du XXe siècle. Et il y a un État profond américain et un État profond occidental qui a l'image du sang de l'hégémonie américaine, et il y a un État profond dans à peu près tous les pays, c'est une réalité. Et en France, il s'exerce de cette façon-là. Il est un peu maçonnique aussi. Là aussi, je trahis à aucun secret, mais
si on fait un peu d'information, puisque vous êtes une forme de chaîne d'information assez libre, il ne vous a pas échappé que parmi tous les premiers ministrables, tous Xavier étaient Bertrand, il ne s'engage pas. Thierry Baudet, le président du CESE, Bernard Cazeneuve, aujourd'hui donc Monsieur Barnier, tous sont francs-maçons. Gabriel Attal est franc-maçon, Jordan Bardella, qui aurait pu être Premier ministre, est franc-maçon. C'est une réalité, ça. C'est comme ça que ça marche. Tom Benoît, pourquoi a-t-on en 2024 le deuxième plus gros déficit de la zone euro derrière l'Italie ? On a le plus gros déficit parce qu'on a une dépense publique, comme je le disais, qui est démesurée et qu'on a très peu de recettes pour une raison précise et que nous en avons encore moins que précédemment, parce que le commerce intérieur est paralysé. Pourquoi il y a ce que Bruno Le Maire appelle justement un accident dans les recettes ? Parce que ce qui génère, pour prendre une comparaison très évocatrice, regardez l'Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne est en récession. Officiellement. Nous, on n'est pas en récession. On a encore 0,8, 0,9. On prévoit 1% de croissance sur la Banque de France. 0,9, ça vient d'être remonté. Villeroy de Galhau dit peut-être 1%. Et pourtant, notre situation budgétaire est largement plus abîmée en France qu'en Allemagne. Pourquoi ? Parce que notre croissance est dopée par une catégorie bien précise d'exportation, pas par les exportations, parce qu'on a un déficit du commerce extérieur, mais par une catégorie bien précise et parce que le commerce intérieur est gelé. Et on s'en aperçoit selon tous les indicateurs avancés, c'est pas là non plus une prise de météo en se mouillant le doigt. Et si vous avez un commerce intérieur qui est gelé, vous n'encaissez pas suffisamment de prélèvements obligatoires. Parce qu'il génère des prélèvements, c'est le commerce intérieur, bien plus que la vente de navires à l'étranger. Voilà pourquoi il y a un gros problème de recettes aujourd'hui. J'entendais ces propos dans la commission des finances du Sénat, du président lui-même, ou je crois que c'était le rapporteur général qui disait ça. Monsieur Husson, entre 2018 et 2023, les recettes ont augmenté de 10,8 milliards, pendant que les dépenses ont augmenté de plus de 100 milliards. Ouais. Par ailleurs, les collectivités locales, 10 milliards de déficit, c'est 2 fois plus que l'an dernier, avec des dépenses en hausse de 7%. Ouais. Alors, il ne faut pas jeter la pierre aux collectivités locales également, parce que Bruno Le Maire a une fâcheuse tendance à se réfugier, je dirais, très vite, derrière n'importe quel poteau en disant non, mais là, c'est pas de la faute de l'État, ce sont les collectivités locales, donner de dire l'État, déjà, c'est pas terrible, il vaut mieux que ce soit la Commission européenne, mais alors, les collectivités locales, n'en parlons pas. Les collectivités locales sont bien mieux gérées que l'État, aujourd'hui, que l'État central. Et l'essentiel du déficit, pour pas dire 90%, vient de l'État central, en France, pas des collectivités. Enfin, elles s'engagent beaucoup, les collectivités locales. Qui décide d'employer des fonctionnaires, les collectivités ou l'État ? Qui c'est qui dit vous emploierez tant de fonctionnaires ? C'est l'État. Et c'est l'État qui met les collectivités locales dans des conditions de déficit. C'est ça qu'il faut rappeler. Ouais. Et aujourd'hui, on continue à salarier de plus en plus de fonctionnaires. Pourquoi ? Parce que la psychologie des personnes assez fascinantes qui gouvernent le pays aujourd'hui, c'est ironique, vous l'aurez compris, est de se dire, on voit bien qu'on ne peut pas augmenter l'imposition, si on l'augmente, les affaires sont déjà étouffées, là on ne peut pas, il y a pas, vous avez un trou de 800 millions en 2023 sur ce qu'on appelle les frais de notaire, mais l'imposition qui correspond aux frais de notaire et aux recettes de l'État provenant des ventes, des cessions immobilières. Donc ça veut dire que le marché de l'immobilier est paralysé. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Alors après, il y a d'autres problèmes monétaires, on pourra en parler, une forme de dissonance entre la politique monétaire de Francfort, qui n'est pas adaptée à la France, mais ça c'est le problème d'être un pays vassalisé, volontairement vassalisé. Quand vous déléguez votre souveraineté monétaire, vous en arrivez dans cette situation. Vous avez des crises que vous ne devriez pas connaître, notamment la crise de l'immobilier qu'on subit, en tout cas une forme de gel du marché de l'immobilier assez incohérent, parce que l'immobilier reste un refuge. Vous avez des gens qui veulent acheter, qui devraient être en capacité d'acheter, mais qui ne le sont pas, parce qu'on a une politique monétaire qui ne nous est pas adaptée. Mais avant d'entrer dans ce sujet-là, pour terminer là-dessus et répondre à votre question, vous avez un trou parce que le marché de l'immobilier a été gelé, vous avez un accident, selon Bruno Le Maire, donc là aussi de 800 millions de rentrées en moins par rapport aux ventes qui ne se sont pas faites. Et donc forcément, vous en arrivez ensuite à ne plus pouvoir combler votre déficit. Et là, la solution qui va être trouvée, ça va être, plutôt que de lâcher du lest
finalement, on va le dire très clairement, pour que les gens puissent travailler, vivre de leur travail, faire des affaires et payer leurs impôts, ça va être d'aller chercher là où il n'y a pas d'activité. Jusqu'à présent, on avait une forme de philosophie qui était le respect de l'énergie. S'il y avait de l'énergie, vous faites venir quelqu'un, vous faites construire quelque chose parce que vous avez de l'épargne, vous allez générer des prélèvements, on vous en prend au passage, voilà, on va vous prendre de l'argent au passage. Là aujourd'hui, vous ne faites plus venir personne pour travailler parce que vous n'avez plus d'argent et que la personne ne vient pas travailler, elle n'a plus de société, elle a mis la clé sous la porte. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit, le produit que vous alliez acheter avec une TVA réduite à 5,5 ou dans la restauration par exemple, on va vous augmenter la TVA à 20%. Et après on va lorgner sur votre épargne. Ça, on en a parlé, ça va se faire à l'échelle européenne. Mais là, dans les plans, dans tout ce que je lis, dans les communiqués du gouvernement, ce que je vois, c'est que le projet, plutôt que de lâcher du lest pour relancer l'économie, ce qui n'est pas du tout la philosophie justement de Bruno Le Maire, ça va être de créer de nouveaux impôts. Taxation sur les rachats d'actions, augmentation de la TVA sur les produits où la TVA a été réduite, et augmentation potentielle de la TVA tout court et d'hypertaxation sur d'autres registres. On a 50 années sans un seul budget équilibré voté au Parlement. Ouais. C'est quoi l'idée? C'est quoi le problème? Il faut absolument donner de l'argent tous les ans au marché financier. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Ça, c'est assez nouveau parce que sur les marchés financiers, il y a de gros problèmes sur les marchés financiers. Ça, c'est une évidence qui vont nous arriver d'un seul coup parce que, premièrement, effectivement, l'État n'est plus une affaire rentable depuis 1974, je crois. Le dernier budget à l'équilibre, c'était 74, sous Giscard d'Estaing. 50 ans. La dépense publique dans les années 80, au début 80, ça a commencé à déraper, effectivement, où on est passé entre 45 et 55%, c'est 50%, et aujourd'hui on est à près de 60% de dépenses publiques. Mais on avait encore de la croissance à l'époque, on est arrivé à financer notre dette également de l'intérieur, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, effectivement, ce sont les marchés qui dirigent. Avec une situation bien particulière, c'est que nous vivons ce qu'on appelle la fameuse inversion de la courbe des taux aujourd'hui, où nous avons des taux courts, des taux longs qui sont moins élevés que les taux courts. Les taux courts sont, pour rappel, décidés par la Banque centrale, en l'occurrence européenne, puisque notre banque centrale émettrice de monnaie, c'est la BCE, et les taux longs sont décidés par le marché. Ce sont des taux qui fluctuent beaucoup plus, et qui fluctuent par rapport, au marché secondaire de la dette. Pour être précis, c'est la valeur de la dette qui circule sur le marché, comme un bien, comme un actif, comme une maison en quelque sorte, qui fait que les taux vont être plus élevés ou plus bas. Ça veut dire que la valeur de la dette française que vous détenez et que vous allez peut-être revendre à quelqu'un parce que vous voulez la revendre, va faire fluctuer ce qu'on appelle les taux longs. Et par logique, il y a une philosophie, c'est que les taux longs doivent être plus élevés que les taux courts. Ce sont les Chinois d'ailleurs aujourd'hui qui ont donc une grande économie et un pays avec une banque centrale chinoise qui prennent soin, malgré toutes les politiques parfois, quelquefois non conventionnelles, de garder une courbe des taux conventionnelle et traditionnelle. Dans la semaine, je voyais que la Banque centrale chinoise avait acheté des obligations d'État de 10 à 15 ans, donc longues, et les avait revendues immédiatement pour pas que ça n'ait d'incidence sur la courbe des taux, justement. Et la stratégie chinoise est de garder, justement, une ligne tout à fait traditionnelle. Nous n'avons plus de ligne traditionnelle, puisque nous avons une économie qui a plusieurs facettes, en quelque sorte, qui est un peu schizophrène, parce qu'on est une grosse économie, mais avec un nombre très restreint de sociétés qui fonctionnent, avec beaucoup de dépenses publiques, et avec une défaillance record d'entreprises intermédiaires. Je parle même pas de la boulangerie du coin, là. Je veux dire, je fais pas du populisme en disant eux aussi, c'est très dur pour eux. Mais même les grosses sociétés, même la société qui fait 40 millions aujourd'hui ou 20 millions, est dans une situation très compliquée, à tel point que parmi cette catégorie de sociétés, vous avez des défaillances records. Et vous avez des patrons qui se retrouvent de plus en plus au chômage. Et de l'autre côté, vous pouvez pas prendre de décision parce que vous avez un banquier central qui est un ravi, en quelque sorte, qui fait un peu la chronique. Il devrait être éditorialiste. Quand j'entends François Villeroy de Galhau dire il va se passer ça, il va se passer ça, je plaide pour une baisse des taux, a-t-il dit dans la semaine.
Mais il y a eu une époque où le banquier central français plaidait pas, il prenait une décision, il n'était pas avocat, il était juge. Donc je veux dire, se retrouver avec un banquier central qui vous dit un peu ce qui va se passer, qui vous fait du Madame Irma ou de l'avocat de comptoir, c'est bien le symptôme d'un pays en déclin sur le plan économique et monétaire. On a toujours un projet de loi de finances qui devra être transmis au Conseil des finances publiques à la mi-septembre pour une présentation en Conseil des ministres à la fin du mois. Son dépôt sur le bureau du Parlement est quant à lui prévu pour le 1er octobre, pour un vote au plus tard le 31 décembre. Quelle va être la marge de manœuvre du Premier ministre, Michel Barnier, sachant que la France est depuis juillet sous le coup d'une procédure de Bruxelles pour déficit excessif et qu'elle doit rendre la France une feuille de route pour le 20 septembre? Alors, si la question se pose, je ne vais pas rentrer dans toutes les, on va dire, mythologies, fables auxquelles on nous contraint d'adhérer aujourd'hui, qui est que Bruxelles fixe des règles qui sont logiques, que nous ne les avons pas respectées, que nous sommes punis, mais que... Les fameux 3%, qui sont logiques à la rigueur, hein, je veux dire, mais que, comme Bruxelles est aimable, ils ne nous punissent pas vraiment, parce que c'est 1% du PIB, du montant, on nous les fera pas payer. On a bien vu que la Roumanie, la Grèce, lorsque ces pays-là se sont retrouvés dans la même situation que nous, n'ont pas payé l'amende. Donc nous ne la paierons probablement pas, mais nous sommes sous procédure. Les 2,7 milliards d'amende maximum, vous pensez qu'on ne l'imposera jamais? Impossible. Impossible. La France ne pourra pas payer 2,7 milliards d'amende à Bruxelles. Ce serait un cataclysme. Par contre, le cadeau, plutôt que de nous les faire payer, ce sera de justifier auprès de la population française que Bruxelles est obligée de prendre plus de pouvoir et de diriger directement la France et de piloter le pays. Puisque on devrait payer une amende, on nous fait la faveur de ne pas la payer. Mais oui, l'échange, c'est la contrepartie, vous êtes sous tutelle. Ouais. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, Union des marchés de capitaux. On est déjà, en fait, dans le cas de figure de la Grèce, avec une troïka, commission, BCE au-dessus de nous. Pire que ça, parce qu'à l'époque, premièrement, la Grèce n'était pas essentielle à l'Europe. La Grèce pouvait sortir, elle pouvait ne pas rentrer, et l'Europe et l'Eurozone auraient été exactement la même. Par contre, elle est restée, et ça, moi, comme je dis très souvent avec la Grèce, on a fait rentrer les Grecs dans l'Union européenne, on les a fait rentrer, on les a mis... pour le dire d'une façon toute simple, dans une situation délicate, embarrassante, dans la panade. On les en a sortis. Oui, Goldman Sachs les avait conseillé de maquiller leur propre compte. Voilà, exactement, pour pouvoir intégrer l'Eurozone, sinon ils n'auraient jamais pu. Ils l'ont fait, ils sont entrés, c'est parti comme c'était prévisible et comme ça s'est produit, et on les a sauvés. Qu'est-ce qu'on a sauvé? On n'a rien sauvé du coup. La Grèce, c'est tout simple, hein. C'est pas l'Allemagne, ils fabriquaient pas de Mercedes en Grèce. Ils vendaient des fromages, ils avaient des touristes, ils avaient une économie hôtelière, touristique. Et là, on s'aperçoit qu'ils ont de la croissance parce que vous prenez le bateau, vous allez faire une croisière, vous vous arrêtez en Grèce. Et c'est reparti comme en 40, si je puis dire. Portugal, pareil. Et un peu l'Italie aussi. Et l'Italie, en plus, ils ont une forme d'industrie. Donc c'est pour ça qu'eux s'en sortent beaucoup mieux. Et donc, ils n'étaient pas essentiels à l'euro. Alors que là, la France est essentielle à l'euro. Si la France quittait l'euro... S'il y avait quelqu'un de raisonnable qui arrivait à la tête du pays et d'un peu nationaliste et qui fasse quitter la France de l'eurozone implose. C'est fini, il n'y a plus d'euro. Sauf que l'eurozone est une forme de tumeur qui a besoin de se nourrir de ces cellules. Et ça s'est produit en 2010. En 2010, il y a eu la fameuse crise des dettes et l'euro a failli éclater. Il a fallu, Draghi après tricher justement, quantitative easing, tout ce que j'expose assez régulièrement et qui a été le début de la fin de la tranquillité des peuples et des nations et de l'épargne et du business. Et là, aujourd'hui, il va y avoir un nouvel ultimatum, c'est que soit vous avez une union des marchés de capitaux, soit vous avez une mutualisation des dettes, soit la zone euro va encore se retrouver sous une forme de crise. Parce qu'il y a de telles dissonances budgétaires, comme on le disait, que la Commission européenne et la Banque centrale européenne va devoir jouer le rôle de psychologue coordinateur entre l'Allemagne et la France, par exemple, et entre l'Italie et l'Allemagne, et surtout entre l'Italie, la France et l'Allemagne. Et d'ailleurs, si sur les marchés, vous regardez, il n'y a pas eu d'envolée spectaculaire des taux longs, dont je parlais précédemment, donc qui sont un peu le taux d'endettement à long terme de la France. On est à 3,20, je crois, à peu près, mais ça a augmenté justement depuis la dissolution, et un peu avant, mais il n'y a pas eu une envolée spectaculaire. C'est parce qu'elle peut arriver d'un seul coup, cette envolée, et c'est surtout parce que la BCE n'a rien dit. À partir du moment, vous savez, il y a beaucoup de gens qui gardent le silence aujourd'hui.
Et les banquiers centraux gardent le silence parce qu'ils savent que s'ils parlaient, il y aurait une envolée spectaculaire sur les marchés. Le jour où la BCE va dire, effectivement, si la France ne s'en sort pas, on sera là, envolée sur les taux longs. Et si la BCE ne dit rien, conflit avec l'Allemagne. C'est comme ça que ça va se passer. Mais est-ce que vous pensez vraiment, Tom Benoît, que la France va parvenir à voter son budget ? Modifier le budget, vous voulez dire ? Non, à voter un budget, là, avec une loi de finances. Oui, elle va réussir, avec un bien déficit, sûr. quel sera le déficit pour l'année prochaine ? Ça va être à peu près pareil, il va augmenter un petit peu, oui, probablement, parce que le marché de l'immobilier va être davantage gelé, il va y avoir une inertie par rapport à l'assouplissement monétaire, mais en même temps, par rapport à toutes les contraintes économiques dont on parlait précédemment, il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas éligibles à l'octroi de crédit, donc il va y avoir une carence de prélèvement, ce qui est prévu d'ailleurs, hein, le déficit va augmenter, mais le budget va être voté, hein, il va être sensiblement celui que Gabriel Attal a préparé, ça va être à peu près ça. Donc avec un déficit à peu près le même, autour de 5, 6. Peut-être un peu plus, 6, voilà, bien sûr, ouais, ça va être à peu près ça, ouais. Et aucune sanction, selon vous, de l'Union européenne derrière ? L'Italie est à plus de 6, voilà. Donc, non, pas dans l'immédiat, il n'y aura pas de sanctions. Les sanctions seront théoriques, ça va être, comme je le disais précédemment, un moyen de pression qui va être exercé pour que l'Union européenne prenne un pouvoir grandissant sur nos économies, comme en matière de défense. En fait, ça va être Ursula von der Leyen, le nouveau Premier ministre. Bah oui, c'est un peu ça. Et vous allez BlackRock est un petit peu en satellite qui tourne autour. BlackRock, c'est l'État profond. Après, vous allez avoir un ministre des Finances européen, un commissaire européen. Vous allez même avoir un commissaire européen à la défense. Ça a été annoncé par von der Leyen. Jusqu'à présent, elle le faisait elle-même, parce qu'il n'y était pas encore. Mais si on a été entraîné, parce que vous parlez du déficit, vous savez combien on a donné à l'Ukraine, ne serait-ce que la France, depuis 2 ans ? À peu près 15 milliards. Hein, chiffre de France Info, revisité par les fact-checkers. Donc, je veux dire, ce ne sont pas des mythologies, ça. La France a déjà, et s'est engagée sur 26 milliards, déjà, pour le moment, et plus ensuite, mais a déjà fourni 15 milliards d'aide totale à l'Ukraine. Et 15 milliards, c'est ce qu'on doit faire de coupe dans le budget. Et entre-temps, on a fait une réforme des retraites parce qu'on ne pouvait plus les payer. Donc, vous avez quand même des gens qui sont à la tête de l'État, qui regardent les concitoyens dans les yeux et qui leur disent « On a donné ça là, on donne à d'autres pays également, on poursuit également une immigration massive avec plusieurs centaines de milliers de personnes qui arrivent dans le pays alors qu'il y a déjà beaucoup de chômage. Donc, on augmente également la dépendance sociale et les dépenses sociales, mais on ne peut plus payer vos retraites, on a un déficit excessif, on est sous procédure de déficit excessif, on est en proie à tant de milliards d'amendes. C'est ça la situation dans laquelle on est. Elle est assez ironique. Ça serait quoi des principes simples pour bâtir un budget aujourd'hui ? Les principes simples pour bâtir un budget, c'est d'abroger toutes les demandes, toutes les réponses qui ne correspondent pas à des demandes. Donc c'est faire de la bonne dépense. C'est faire de la bonne dépense, mais c'est surtout, vous voyez, par exemple, au-delà de la TVA, j'ai entendu qu'on allait abroger probablement certains fonds qui sont destinés au fonds vert. Le fonds vert a été créé il n'y a pas très longtemps. C'est un fonds, comme on peut l'imaginer, qui vise à créer de la cohésion dans les phénomènes divers et variés au sein des collectivités pour la transition écologique et climatique. C'est très flou. Et concrètement, à part planter des arbres au milieu des forêts, autant en Provence que planter des arbres au bord des autoroutes pour qu'ils meurent 6 mois après, ça ne sert pas à grand-chose de plus. Et c'est une pompe qui absorbe plusieurs milliards. Et on décide de l'abroger, là. Mais c'est jamais le mettre en place qu'il aurait fallu faire. C'est à cause de décennies d'hérésie de cet ordre-là, c'est-à-dire de fond, vous avez toute une partie du pays, et j'en veux pas individuellement aux gens qui vivent sur la bête, parce qu'il y a des gens qui prennent pas beaucoup d'argent, mais vous avez beaucoup de personnes qui servent à rien, il faut bien le dire, qui sont des employés parasitaires, indirects de l'État français, et qui sont gavés par cette forme de dépense publique qui fait qu'en attendant, ils ne peuvent pas être salariés d'une entreprise qui générerait de l'activité, qui répondrait à de la demande. Donc si vous voulez faire des économies, les premières choses à abroger, à supprimer définitivement, c'est ça. Mais c'est pas économiser 10 milliards par an, c'est pas seulement ça. La solution, je parlais de Javier Milei précédemment, c'est que si on veut sauver nos États réellement, il faut que vous ayez des personnes de bon sens, mais qui ne soient pas des fumistes.
C'est pas l'équipe actuelle qui va faire des économies, ce sont des gens qui ont fait des dépenses totalement inconsidérées. Je veux dire, on est aux alcooliques anonymes avec le pire des pochetrons qui arrivent en vous expliquant qu'il faut boire à tel moment mais pas à tel autre. Et qui après vous dit non, après avoir dégueulé, il faut plus surtout. On est vraiment dans cette situation. Par contre, si vous mettez une équipe de gens pertinents qui veulent faire des économies, c'est-à-dire qui vont sur le régalien... Est-ce que faire un budget avec 3% de déficit, c'est faire de l'austérité? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que c'est ce qu'on entend à gauche. Vous avez 300 milliards de dépenses régaliennes au maximum, sans parler d'économie. Dépenses régaliennes au sens le plus large du terme, et vous avez 1600 milliards de dépenses publiques. Est-ce que vous croyez qu'en arrivant à 3% de déficit, vous allez tomber dans l'austérité ? Absolument pas, bien au contraire. Parce que dans l'intervalle, vous allez créer des cercles vertueux qui vont relancer l'économie, qui vont permettre aux gens de travailler. Vous prenez les Jeux Olympiques, comme je dis régulièrement, depuis que j'ai vu ça, ça a été scandaleux. Moi, je suis venu à Paris pendant la période des Jeux. C'était les Jeux de la bourgeoisie de nouveaux riches, très technocratiques. Hein, parce 9 milliards. Voilà. Mais en et attendant... 3 à 5 milliards de dépenses publiques selon Moscovici. Et tous les restaurants du 16e arrondissement, du 15e, fermés, des barricades devant. Des restaurants qui font 150 tables habituellement, on leur fait faire 3 couverts pendant un mois. Moi, je parlais avec un restaurateur dans le 16e arrondissement qui me disait « Ce mois-ci, j'ai 25 000 € à payer. » Et regarde, et il n'y avait personne dans la salle. Et ça, c'est un pays qui est normalement libéral. On fait venir le monde entier. Le PDG d'accord, ça n'est plein. Les hôtels n'étaient pas remplis. Vous regardez, vous prenez un exemple très précis. À Paris, le Novotel Tour Eiffel, donc qui est en plein centre de Paris, et qui devrait être le centre névralgique des Jeux Olympiques. Vous y aviez des chambres à 250 € la nuit de disponibles au mois de juillet, alors que l'année passée, vous étiez à 450 et que vous n'aviez pas de chambre si vous n'aviez pas réservé 3 semaines à l'avance. Donc je veux dire que tout ce qui correspondait à des économies libérales qui pouvaient générer des prélèvements obligatoires, on l'a étouffé pendant cette période-là. Et par contre, on a dépensé volontiers avec l'argent que nous n'avions pas et sur lequel aujourd'hui nous devrions faire des économies. C'est ça le problème de géométrie. Donc si vous revenez à 3%, vous n'avez pas d'austérité du tout. Un pays qui est en bonne santé, parce qu'il y a des endroits où il faudrait dépenser, où il vous manque 2 milliards dans l'hôpital aujourd'hui, les services des urgences, c'est scandaleux la façon dont on gère notre population en matière de, même pas de santé publique, mais de maladies réellement et d'accueil des malades dans les services des urgences. Ils demandent 2 milliards de plus, ne serait-ce que pour pouvoir tenir, ils les ont pas. Et par contre, on met 1,4 milliard pour nettoyer la Seine. Vous voyez le problème. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une forme, c'est assez simpliste et réducteur de dire de bon sens, mais évidemment qu'il faudrait qu'il y ait un comité qui puisse structurer les économies à faire, à ne pas faire, et les secteurs où il faut en faire. Ça, c'est une évidence. Est-ce que les Français vont vraiment devoir subir une pression fiscale encore plus importante l'année prochaine? On voit ça après la pause. On va parler dans un instant avec notre invité de la pression fiscale qui risque de s'abattre sur les Français. Mais avant, Tom Benoît, comment ça s'élabore un budget à Bruxelles? Comment les ministres négocient avec les commissaires? Ça, c'est assez flou parce que pour le moment, effectivement, les commissaires, il y a un petit jeu en quelque sorte entre les pays qui étaient en train de s'organiser d'une façon de plus en plus traditionnelle, justement, pour que l'Italie ait un gros commissaire, pour que l'Espagne ait un gros commissaire. Nous, c'est Thierry Breton, notre commissaire. Et comment se discutent les budgets? Là, c'est... En fait, c'est les ministres qui sont obligés d'aller se prosterner pour avoir un petit déficit en plus. Il y a un flou absolu, comme je disais précédemment, hein, parce que jusqu'à présent, sur les amendes que nous devrions avoir, on ne peut pas, personne n'est capable de vous dire pourquoi elles ne sont pas exécutées, dans quelles conditions elles pourraient l'être. Tout ceci est très flou, très ambigu, je n'ai pas la réponse. Alors, est-ce que cette augmentation des impôts aura vraiment lieu pour le budget 2025? Est-ce que les Français vont devoir payer plus et dans quelle proportion? Là, pour le coup, ce sont les Français, c'est-à-dire vraiment les citoyens qui vont payer le plus. Je parle souvent des épargnants, je parle souvent de ce qui se fait se produire sur l'épargne et qui est très machiavélique. Taxation sur le rachat d'actions, ça c'est validé par Bruno Le Maire déjà. Il avait déclaré qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Il est revenu sur sa décision insidieusement puisqu'il a bien confirmé qu'il y aurait des taxations sur le rachat d'actions il y a déjà plusieurs semaines. Et après, là, ce que je lis depuis cette semaine sur les rapports
qui sortent par rapport à ce nouveau dérapage, c'est qu'il va falloir, sur la TVA, augmenter la TVA pour beaucoup de produits qui étaient soumis à des TVA réduites, donc la hôtellerie, restauration, l'événementiel, donc des augmentations sur la TVA et une baisse des fonds attribués aux collectivités locales, très probablement. Donc il va y avoir un appauvrissement de la population, ça c'est une certitude. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, des révoltes, des troubles sociaux comme on en a connu avec les Gilets jaunes ? Je crois pas, moi je compte pas beaucoup là-dessus. Je pense que la seule chose qui pourrait sauver la France aujourd'hui est... Mais c'est compliqué, hein, parce que l'esprit de révolte, je ne le perçois pas beaucoup en France. Je ne pense pas que la France s'en sorte, malheureusement, parce que le tissu n'est pas assez solide dessous. Mais ce serait plutôt une révolte des multimillionnaires, si vous voulez. Je pense qu'il y a beaucoup de gens... J'étais avec une amie qui a un très gros patrimoine il y a quelques jours encore, en Provence, et qui me dit je suis totalement sur ta ligne et j'ai peur, je vois qu'on va dans le mur, qu'on est en train justement de lorgner notre épargne, de s'appauvrir de plus en plus et qui veut quitter la France parce qu'elle voit que le climat est invivable. C'est la seule manière maintenant de s'en sortir. Voilà, individuellement. Mais si cette catégorie commence à se révolter, ça peut peut-être sortir le pays de la situation dans laquelle il est. Parce que les Gilets jaunes, je vais vous dire, c'est le pot de terre. Hein, les Gilets jaunes. On a déjà perdu pas mal de monde avec l'ISF, dans les années, quand ça avait été avec l'arrivée des socialistes et tout. Ah ouais, qui avait été... encore aujourd'hui, la situation de l'ISF, c'est une hérésie totale. Hein. L'impôt sur la fortune immobilière, c'est aussi quelque chose qui est fait pour appauvrir tous les concitoyens. Comme je dis souvent, vous avez un yacht à 15 à 20 millions d'euros. Il n'est pas inclus dans le barème de l'impôt sur la fortune immobilière. Ouais. Par contre, si vous avez une maison qui coûte 2 millions, vous êtes matraqué avec l'impôt sur la fortune immobilière. Décision d'Emmanuel Macron quand il est arrivé en 2017. Le président pro-business et pro-libéral. Donc pour s'en sortir, non, malheureusement, il y a peu de solutions aujourd'hui. La seule solution serait réellement un homme providentiel ou un groupe de personnes providentielles, comme je dis, un peu comme en Argentine, de personnes qui veulent rendre la liberté au pays. Peut-être comme Trump d'une certaine façon et Elon Musk aux États-Unis. Et ce seraient des personnes qui arrivent en France, qui seraient françaises et qui diraient « nous sommes français quoi qu'il en soit et nous voulons que la France puisse décider en son sein pour ses décisions monétaires, ses décisions urbanistiques, économiques et qu'on ne soit plus un pays démantelé de part en part. Là, on a un pays qui est en train d'être démantelé et on délègue tout notre pouvoir justement à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne. Donc on ne pourra pas s'en sortir dans cette trajectoire-là. On sera sous la tutelle de l'UE économiquement. On a une dépense publique qui avoisine les 57% du PIB. En face, on a des services publics dans un état lamentable. C'est une question qui revient, mais à chaque fois, les Français se demandent, mais où passe notre pognon ? Tout simplement, comme je le disais... C'est l'aide à l'Ukraine, c'est... Notamment, mais sans les aides, on est un pays bureaucratique. Dès que vous arrivez à la gare de Lyon, vous pouvez apercevoir des dizaines de bâtiments remplis de bureaux de personnes qui rendent des rapports. On parlait de Thierry Baudet précédemment. Par exemple, Thierry Baudet, Premier ministrable, était et est toujours donc président du CESE. Le CESE, c'est une assemblée de 300 personnes. Économique, social et environnemental. Voilà. Économique, social, ouais. Économique, sociale et environnementale, ça se situe avenue d'Iéna et vous avez 300 personnes très bien logées professionnellement, qui ont des assistants, qui ont du matériel informatique. S'ils ont, comme ils les appellent, des missions extraordinaires qui dépassent donc les missions principales, on leur donne une nouvelle enveloppe pour pouvoir assumer ces missions. On leur permet d'acheter du nouveau matériel informatique pour exercer ces missions. On leur défalque bien des frais. Ils prennent environ déjà 3 000, 3 500 par mois d'émoluments. Et des comme ça, vous en avez des centaines d'exemples. Donc voilà où passe l'argent. On le voit très distinctement. On pourrait même être étonné que la dépense publique soit aussi faible par rapport à tout le maillage parasitaire du pays, si je puis dire. Mais même les Chinois communistes se foutent de nous, quoi. Totalement, parce que les Chinois, effectivement, ne sont plus du tout dans un système communiste. Ils sont très insidieux. Moi, je pense réellement que la Chine, demain, va imposer un peu ce que les Américains avaient imposé précédemment, c'est-à-dire, finalement, d'être
un hégémon économique et monétaire tout à fait traditionnel, avec une monnaie forte, avec une monnaie stable, avec de grandes réserves d'or, une économie qui fonctionne, un peuple qui travaille, dynamique, ça va être assez facile. Vous savez, les Chinois disent, Xi Jinping dit très régulièrement, y compris lorsqu'il s'adresse aux Américains en public, non mais vous savez, nous n'avons pas l'intention de faire du yuan une monnaie qui concurrence le dollar, ne vous inquiétez pas. Mais ça nous permet d'exporter. Voilà, non mais surtout parce que finalement aujourd'hui, voilà, ils faisaient le pari d'un yuan assez faible, mais aujourd'hui, ils veulent quand même avoir un yuan qui se respecte, et ils veulent plus avoir une monnaie faible. Pour plusieurs raisons, parce que pourraient pas se faire respecter de pays comme l'Indonésie, par exemple, ou comme les Japonais, ou comme l'Inde, s'ils ont une monnaie trop faible. Si vous avez une monnaie trop faible, vous pouvez pas être le meneur. Donc petit à petit, ils sont en train de prendre réellement tous les codes de pays surdéveloppés, et de pays dominants, comme les États-Unis étaient le boss de l'Occident et donc du monde entier pendant toute la seconde partie du XXe siècle. Et nous, je vois qu'on est en train de prendre la voie justement d'un pays qui perd, mais plusieurs pays d'Europe, la totalité des marges de manœuvre qui peuvent encore lui rester. L'Afrique, par exemple. Les Chinois, ce mercredi, les Chinois réalisent le 9e sommet Chine-Afrique. Ils reçoivent une 50aine de dirigeants africains. Ils ont financé énormément de projets en Afrique, dans des pays qui avaient des liens particulièrement développés avec la France jusqu'à présent, notamment au Sénégal, une autoroute pour près d'1 milliard d'euros, je ne le dis pas en français à la fin, mais 800 millions d'euros. Ils ont financé ça à 80 ou 90%. Ils exportent beaucoup de leurs produits électroniques, beaucoup de leur industrie en Afrique sur des marchés qui devaient être les nôtres. Et à chaque fois que nous avons un marché, on s'aperçoit qu'on le perd au bénéfice bien souvent de la Chine, en Afrique. Et même pire que ça, on s'aperçoit qu'on perd beaucoup de marchés au bénéfice parfois de l'Allemagne, et ne serait-ce qu'en termes de considération, même les Africains ont encore un peu de respect pour les Allemands, plus pour les Français. Donc c'est en ce sens qu'on est sur une pente vraiment très glissante. Et les solutions, elles existent, mais à ce moment-là, il faut les mettre en place. Et on a besoin d'une piqûre de rappel qui pourrait être assez violente, mais c'est couper drastiquement dans la dépense publique, c'est par contre investir dans la santé, et c'est permettre aux sociétés de générer de la liquidité en abaissant considérablement l'imposition pour tout un pan des sociétés françaises. Sinon, ça ne tiendra pas. Est-ce que cette pression fiscale risque de s'accompagner d'une vente du patrimoine des Français? Alors, on a déjà vendu des fleurons de notre industrie, mais est-ce qu'on peut demain vendre Versailles, vendre les châteaux de la Loire? On a vendu sur l'année passée, en tout cas, pour un montant record de biens publics. Pour répondre à votre question. Ça reste encore plutôt raisonnable, mais on a vendu pour un montant record de biens publics, et ça, c'est une décision qui relève effectivement du ministère de l'économie et des finances, et donc de Bercy. Donc oui, la France est en train de vendre beaucoup de ses biens publics. Le jour où ils vendront la Tour Eiffel ou Versailles, ce sera vraiment un très mauvais signe, mais en attendant, beaucoup de biens publics ont été vendus, effectivement. Le paiement des intérêts de la dette, ça représente aujourd'hui plus de 50 milliards d'euros. Ouais. En 2027, on parle déjà de 75 milliards d'euros. C'était du délire ou... Non, pas du tout. Et ça va être bien pire que cela par rapport au phénomène que j'ai expliqué au début de notre échange. C'est-à-dire que vous allez avoir une envolée phénoménale et assez brutale des taux d'intérêt pour des pays comme la France. Il y a une forme de délai d'inertie, y compris dans l'angoisse des marchés, qui pour le moment se dit que peut-être que la France est encore un pays robuste. Et on nous dit que l'euro nous sert de paratonnerre. Consciemment, oui, parce que si vous regardez, il nous sert de paratonnerre, mais le paratonnerre n'est pas le mot juste, comment dire? Il sert de bouclier, de tapis, on met la poussière sur le tapis, parce que du point de vue de l'étranger, si vous comparez aux États-Unis par exemple, avec la dette américaine, vous faites à peu près comme avec du dollar, lorsque vous détenez de la dette américaine. Il y a une profondeur dans le marché obligataire américain que nous n'avons pas, mais par contre nous avons un semblant de profondeur psychologique, uniquement psychologique, parce qu'en Asie notamment, on a l'impression qu'il y a une dette européenne, alors qu'en réalité il n'y a pas de dette européenne. Et on le disait bien au départ, lorsque nous nous endettons, il n'y a pas de dette mutualisée, c'est pas l'Allemagne qui s'endette, c'est de la dette française qui est libellée en euros, et les Allemands s'endettent avec de la dette allemande qui est libellée en euros. Il faut qu'ils la remboursent avec leurs revenus, et nous devons rembourser notre dette avec les nôtres. Les Américains, c'est pas la même chose, ils s'endettent en dollars, et c'est les États-Unis qui s'endettent. Ce sont les États-Unis, donc un pays. Donc l'euro psychologiquement fait que pour le moment,
il n'y a pas d'affolement sur la dette française parce qu'on a l'impression que c'est une dette euro, de très loin. Mais petit à petit, beaucoup sont en train de comprendre, un peu comme à l'époque grecque, justement, que la dette française n'est pas du tout protégée par l'euro et que si la France devait faire défaut, l'Allemagne pourrait toujours garder un taux d'endettement parfaitement normal et subirait des problèmes sur l'euro, mais ça c'est un autre problème, parce que ça resterait sa monnaie et que ça aurait des conséquences si la France faisait défaut sur l'euro, mais ça c'est un autre problème. Mais par contre, la situation obligataire de l'Allemagne resterait intacte. Donc ça veut dire que l'euro nous sert finalement de prétexte à la fois aujourd'hui et un petit peu, comme je le disais, de tapis sous lequel on met la poussière parce qu'on a l'impression que c'est une grosse machine et que... Mais ça ne l'est pas en réalité. Ce sera le petit géant naissant qui s'effondrera aussi vite qu'il est arrivé. Du point de vue de l'étranger, personne n'a jamais pris l'euro au sérieux dans les transactions internationales. C'est une réalité dans le monde du trading, dans le monde des affaires, dans le milieu du trading, dans les matières premières par exemple, où il n'y a rien d'un euro en dehors de la zone euro. Tout se fait encore en dollars, justement. Et aujourd'hui, quand on parle d'une forme de dédollarisation, est-ce qu'on s'imagine, regardez, les réserves de change aujourd'hui, elles sont libellées à encore près de 60% en dollars. Et ils ont beaucoup perdu, ils sont à 58 à peu près, ils étaient à 71 il y a moins d'une décennie. En euros, il doit y avoir près de 20% encore. Le yuan, c'est 4% de réserves de change au sein des banques centrales. Quand on parle de dédollarisation, est-ce qu'une seconde, on s'imagine que cette dédollarisation pourrait se faire au bénéfice de l'euro ? Jamais. Et pourtant, l'euro est quand même la seconde monnaie de réserve. Mais parce que ce sont des réserves de change qui sont détenues par les banques centrales européennes, indépendantes elles-mêmes. Donc, ce sont des réserves de change européennes. Donc, c'est pas l'euro n'est pas la grande monnaie qu'on imagine. C'est une grande monnaie de façade. Une France qui serait victime donc d'une augmentation des taux d'intérêt. Est-ce que l'Allemagne y a intérêt ? Est-ce que l'Allemagne n'aurait pas son mot à dire ? Oui, probablement. Je m'étonne, comme je disais, que Christine Lagarde, en tout cas, n'ait pas fait la chronique de la situation budgétaire française parce qu'elle mériterait d'être faite. Je suis surpris que personne ne parle réellement de la situation d'endettement et de la France, précisément, dans les 3 à 4 années, parce que je ne crois pas... Là, on remplace de la dette à 0, déjà, par de la dette à 3%. À peu près. Mais on va probablement remplacer de la dette à 0 par de la dette à 5-6% dans 2 ans, 3 ans. Donc ça, c'est une situation à appréhender. Effectivement, je suis étonné que Christine Lagarde n'en parle pas pour le moment. Et puis après, les Allemands, bon, ils ont une stratégie toute leur, qui est, comme dit mon ami Henri Proglio, on ne peut pas reprocher aux Allemands de défendre leurs intérêts. Par contre, on peut s'en vouloir de ne pas défendre les nôtres. Et les Allemands défendront leurs intérêts, comme je l'ai rappelé régulièrement, si la situation de la France dérape tant que la Banque Centrale Européenne est obligée de voler à son secours, là, ne vous en faites pas, les Allemands sauront négocier en disant « oui, mais là, c'est OK, mais dans ce cas-là, il faut absolument que l'épargne française serve de caution et qu'elle puisse nous permettre, à nous, d'avoir des contrats dans tel et tel secteur, dans l'industrie, pour relancer notre industrie, dans les énergies vertes, et ils sauront défendre leur bout de gras à ce moment-là. C'est évidemment comme ça que ça se passera. » Exclure la France de l'Union européenne parce qu'elle ne respecte pas les traités, c'est totalement exclu selon vous. Totalement exclu. Et Michel Barnier est nommé pour cette raison-là. Justement, la seule qualité de Michel Barnier aujourd'hui est d'être un européiste convaincu de la première heure qui veut absolument créer un État fédéral européen. C'est l'homme qui a fait passer l'Europe alors que la France avait voté non, justement, le traité de Lisbonne en 2008. C'est un ancien commissaire européen qui a, dans tous ses écrits, toujours prôné une Europe comme intégrée au maximum. Et une Europe intégrée, avant d'être une Europe intégrée, c'est surtout des nations dissoutes, des nations déformées et étouffées au sein d'une Europe intégrée. Donc si Michel Barnier est nommé aujourd'hui, au contraire, c'est pour conforter la position de dépendance du pays à l'Union européenne. Donc il n'y a pas de volonté, comme je le disais, si la France quittait l'Union européenne, ce serait la mort de l'Union européenne. Mais inversement aussi, parce que combien la France verse-t-elle tous les ans au budget de l'Union européenne ?
Globalement, on est perdant, une vingtaine de milliards, oui, une vingtaine de milliards, bien sûr, ça coûte une fortune et surtout, c'est là aussi dans un schéma antilibéral de redistribution. Vous prenez d'une main pour redistribuer de l'autre, parce que vous avez beaucoup, c'est ce qui fait le drame du marché agricole français, qui était quand même le marché agricole qui est déficitaire, justement, pour la première fois depuis l'année passée, sous le mandat de Bruno Le Maire, le poste de ce monsieur qui a sauvé l'économie française, justement. Mais le marché agricole français, pour que le marché agricole français soit déficitaire, il fallait vraiment arriver à une situation de crise presque improbable que nous n'avons pas connue pourtant. Mais le marché est devenu déficitaire par mauvaise gestion, tout simplement, notamment pour ces raisons-là, parce que les agriculteurs sont les premiers à être ponctionnés pour que de l'argent de la Commission européenne soit redistribué ensuite différemment et pour d'autres sociétés. Donc vous croyez au fait que la France puisse voter son budget dans les temps, néanmoins Michel Barnier n'est pas à l'abri d'une censure, peut-être, sur un projet. On va vous dire que Gabriel Attal avait dit on va... Parce qu'attention, les mots, il faut redéfinir aussi le sens des mots. Quand vous lisez des titres, Gabriel Attal, dans le budget, a prévu d'économiser sur le travail. Qu'est-ce que vous comprenez ? Qu'il va y avoir un peu moins d'argent, en réalité, investi dans le ministère du Travail. Ouais. C'est ça. Bon, si c'est ça, ça va pas mettre le pays dedans. On peut économiser quelques centaines de millions d'euros. Parce que ce qu'on appelle le travail au sens du budget de l'État, c'est pas le travail, c'est pas la France qui travaille. C'était peut-être une commission pour former des apprentis ou d'encadrement des formateurs, des systèmes d'apprentissage dans les collectivités, toute la même catégorie d'enfumage, tout simplement, comme je le disais précédemment, deux systèmes qui sont parasitaires et qui mettent le pays dedans avec des dépenses qui ne servent à rien. Mais et ensuite, par contre, voilà, vous n'avez pas d'investissement sur la santé, vous n'avez pas... Voilà, Donc la France va quand même pouvoir continuer à avoir un déficit qui éclate les 3%. Mais en fait, qu'est-ce qui pourrait faire que la France bascule dans un scénario à la grecque avec une mise sous tutelle officielle ? On vous interdit maintenant, on va vous dire quoi faire, dans quoi taper. Ça peut arriver d'une minute à l'autre, ouais. Ça peut arriver très prochainement. Moi, je fais le pari sur les 2 années, quoi qu'il en soit. Et le plus compliqué, ça va être médiatiquement, quoi qu'il en soit. Parce que les dirigeants, tous quels qu'ils soient aujourd'hui, que ce soit Michel Barnier, Emmanuel Macron, ou Bernard Cazeneuve ou François Hollande, seraient totalement disposés à signer un blanc-seing à l'Union européenne pour que l'Union européenne prenne des décisions pour la France s'ils sont aux manettes. Je dis s'ils sont, pas si c'est Édouard Philippe demain qui arrive au pouvoir. Il n'y a pas besoin de négocier longtemps avec Édouard Philippe en lui disant « Oui, mais votre pays a plus de 3% de déficit, vous ne pouvez plus décider, vous devez laisser l'Union européenne décider pour vous. » Il le ferait, à bras ouverts. Mais d'un point de vue médiatique, l'argument auprès de la population va être qu'effectivement, la France ne satisfait pas ses engagements vis-à-vis de la Commission européenne. Et donc, à partir de là, que la Commission européenne a la légitimité pour prendre davantage de pouvoir et exercer davantage de pouvoir sur le pays. C'est tout. Et ça va se passer, effectivement, sur le déficit et sur ces questions-là. Parce que réellement, sur le budget... C'est pas très compliqué, si vous voulez faire un budget qui passe à l'équilibre, effectivement, ça fait déjà 3 ou 4 années que vous avez pléthore de dépenses, celles que j'ai citées précédemment, qu'il fallait supprimer, qu'il ne fallait pas créer, qui étaient totalement inutiles ou de notre côté obsolètes. Guerre, transition écologique. Et également, voilà, mais surtout sur la transition écologique. Sur la guerre, c'est encore notre problème parce que ce sont de très grosses dépenses à la rigueur. Là. Ce sont de très grosses dépenses et ce sont des scandales d'État. Mais ça, c'est un autre sujet. Il y a peut-être des personnes qui s'en expliqueront. Mais sans parler même aussi du petit copinage qu'il y a eu pendant le Covid avec des sociétés qui ont été soutenues, qui partaient au casse-pipe. Et les prêts garantis par l'État, qui violaient même les règles de la Commission européenne. Ça, personne n'a voulu en parler non plus. Mais tous les prêts garantis par l'État qui ont été émis, parmi ceux-là, vous aviez une bonne moitié qui allait à l'encontre des règles de la Commission européenne qui imposaient une quantité suffisante de liquidités pour attester que la société avait tout de même un avenir et que l'État lui garantissait des prêts parce que cette société pourrait malgré tout résister, qu'elle avait une santé financière. Tout ceci n'a pas été respecté. Et on a effectivement imprimé de l'argent à tort et à travers. À des entreprises qui étaient en train de mourir, des entreprises zombies. Ou des entreprises zombies, ou aussi de très très grosses entreprises, parfois, qui ont profité de la bête. Résultat, les défaillances d'entreprises explosent. Absolument. Et les défaillances entraînent d'autres défaillances. Absolument.
Absolument. Vous avez 20% de défaillance record sur les entreprises de taille intermédiaire par rapport à l'année passée. Est-ce qu'il ne faut pas finalement attendre l'effondrement terminal de la France pour repartir sur des bases normales? Ça va être long, hein. Malheureusement, l'effondrement, je ne veux pas vous casser le moral parce que c'est assez négatif, mais premièrement, je ne crois pas que la France se relève, malheureusement, parce que je vois trop peu de personnes motivées pour sauver le pays. Je vois beaucoup de gens de plus en plus dégradés, de plus en plus démotivés. Et contrairement à ce qu'on imagine, on avance peut-être vous aussi dans des milieux plus droitiers que gauchiste, mais il y a toute une frange de la population qui est déprimée, qui a cessé de se battre, qui a abandonné. Et donc j'ai envie de dire que c'est souvent dos au mur que les Français ont le sursaut, quoi. Vous avez une machine tellement forte de l'autre côté. Cette Commission européenne et cet eurosystème est tellement puissant aujourd'hui que le pouvoir, malheureusement, il est en train de le prendre, ils sont en train de le prendre, et ils vont l'obtenir. Mais si les Français n'ont plus rien dans le frigo, pourquoi il sera encore plus fragile pour se battre? Ouais. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale et a attendu si longtemps pour nommer Michel Barnier Premier ministre? Parce que l'objectif était de justifier que la France était ingouvernable. Mission accomplie. Emmanuel Macron a fait une thèse sur Machiavel et parfaitement machiavélien dans cet état d'esprit. Le but était avait-il dit, de lancer une grenade dégoupillée? Oui. Parce que si vous partez, vous avez... J'ai dissous l'Assemblée, donc il a dit je leur ai jeté une grenade dégoupillée entre les jambes, on va voir comment ils se débrouillent. Exactement. Parce que vous avez quand même le Rassemblement national qui arrive en tête. Vous avez ensuite le nouveau Front populaire, qui est une coalition qui se forme d'un seul coup en quelques jours et qui obtient le maximum de sièges. Et finalement, vous vous trouvez avec un républicain, ex-républicain, comme Premier ministre. C'est une première sous la Ve République. Et il faut bien que une grande partie de la population, malheureusement, soit anesthésiée. Et heureusement, pas tous. Et c'est peut-être pour ça que vous faites de l'audience aussi et qu'il y a quand même des gens qui croient encore un peu en le pays. Mais il faut quand même bien qu'il y ait une partie dramatique de la population qui soit anesthésiée pour accepter ça. Parce que ne serait-ce qu'à partir de là, effectivement, vous devriez avoir des révoltes. Et il n'y en a pas. Forcé de le constater. Donc malheureusement, pour répondre à votre question, s'il y a un effondrement, je pense qu'il risque d'être plus long que prévu sur le territoire européen. Vous pensez que Michel Barnier va achever la France? Oui, il va faire partie, bien sûr, de ceux qui vont déléguer le maximum, en tout cas, d'organes de décision à l'Union européenne. Ça va être l'autorité des marchés dans pas longtemps, c'est vraiment ce qui est dans les tiroirs. Hein. L'autorité des marchés financiers, ça va être démantelé et on va créer un nouvel organisme européen. Comme ça, on aura plus de facilité pour la mutualisation des dettes et pour la structuration de la titrisation de l'épargne. C'est comme ça que ça va se passer. C'est malheureux, mais c'est de la prospective, mais c'est vraiment comme ça que ça va se passer. C'est quelqu'un qui sautait au plafond lorsque les Anglais ont voulu sortir, les Britanniques ont voulu sortir de l'Union européenne, et qui n'était même pas ankylosé par l'euro, les Britanniques. Et il a été le premier, justement, à signer tous les nouveaux traités entre les Britanniques et l'Union européenne pour faire une forme de in-out qui nous conduit à ce que les Britanniques soient presque dans l'UE sans l'être, en quelque sorte. Donc, ce que je vois, je n'ai aucune surprise par rapport à ce qui se passe, et je vois que ça correspond à l'agenda que j'imaginais, que je craignais, que je déplore, et qu'à ce niveau-là, tout roule comme sur des roulettes pour le camp adverse, si je puis dire. En attendant un éventuel sursaut de la population française qui peut-être ne viendra jamais, en tout cas c'est votre vision des choses. Ouais. Tom Benoît, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, salut.